Les portes invisibles de la ville ancienne. Jérusalem. Une ville où chaque pierre semble retenir un souffle, un nom, une promesse oubliée. Pour les voyageurs ordinaires, elle n'est qu'un enchevêtrement d'époque et de religion. Mais pour ceux qui savent regarder, elle est un livre vivant dont les pages ne demandent qu'à être ouvertes. C'est dans cet état d'esprit que Gabriel Morel, un historien franco-libanais de 38 ans, posa pour la première fois les pieds sur les pavés lustrés de la vieille ville. Officiellement, il venait mener des recherches sur les manuscrits du 1er siècle mentionnant la topographie sacrée de Jérusalem. Officieusement, il suivait une piste dont personne ne voulait reconnaître l'existence. Une rumeur. Un murmure que son grand-père lui avait transmis avant de mourir. Il existe une porte à Jérusalem, Gabriel. Une porte qui n'apparaît que pour ceux qui cherchent la vérité, pas ceux qui cherchent à la posséder. À l'époque, Gabriel avait souri, croyant à une de ces légendes familiales façonnées par la mémoire. Mais plus il étudiait l'histoire de la région, plus les coïncidences se multipliaient, mention d'un accès scellé dans plusieurs chroniques anciennes, cartes médiévales comportant une ouverture aujourd'hui inexistante, extraits critiques de voyageurs du VIe siècle parlant d'un « passage invisible ». Ce n'était peut-être rien. Ou peut-être était-ce tout. Les premiers pas. Le soleil d'hiver glissait doucement contre les murailles, projetant des ombres longues sur les ruelles étroites du quartier chrétien. L'air sentait le bois brûlé, les épices et l'humidité des pierres centenaires. Gabriel marchait à pas mesurés, observant la ville comme on observe un puzzle dont il manquerait volontairement une pièce. Il avait rendez-vous avec Myriam Al-Khatib, archiviste au sein d'une petite fondation archéologique locale. Une femme connue pour sa discrétion, son professionnalisme et son étrange capacité à connaître les réponses avant même que les questions soient posées. Il la trouva dans une librairie dont l'enseigne, écrite à demi effacée sur du bois ancien, indiquait simplement « Les écrits du Levant ». Myriam leva la tête à son entrée, comme si elle l'attendait depuis des heures. « Vous êtes venu pour la porte », dit-elle sans préambule. Gabriel sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Je ne pensais pas que la rumeur avait dépassé ma famille », avoua-t-il. « La rumeur n'appartient jamais à une seule famille », répondit-elle. À Jérusalem, tout ce qui est dit voyage plus vite que la lumière. Elle l'invita à s'asseoir dans un coin isolé de la salle, entouré de piles de manuscrits empoussiérés. Le silence paraissait troué par les pages qui frémissaient chacune à leur manière. Le manuscrit du veilleur. Myriam déposa devant lui une boîte en métal noircie par le temps. Ce que je vais vous montrer n'a jamais été officiellement catalogué. Si vous dévoilez son existence, ce serait considéré comme un acte de trahison envers plusieurs institutions. Je vous fais confiance, Gabriel Morel. Ne trahissez pas cette confiance. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un rouleau de parchemin, si fragile qu'il semblait pouvoir disparaître au moindre souffle. Il date du XIIIe siècle, expliqua-t-elle. Il a été rédigé par un certain frère Mathias, un moine franc venu ici pendant les croisades. Il parlait d'une entité qu'il appelait le veilleur des pierres. Gabriel déroula délicatement le document. L'écriture, étonnamment lisible, décrivait un lieu situé quelque part dans la vieille ville. Une intersection de ruelles qui, selon le moine, changeait de forme selon le cœur de celui qui s'y aventurait. Puis une phrase attira particulièrement l'attention de Gabriel. La porte n'est jamais là où on la cherche. Elle est là où l'on accepte d'être trouvé. Il releva les yeux. Vous croyez réellement que cela désigne un passage physique? Vous êtes historien. Vous savez mieux que quiconque que les métaphores cachent parfois des réalités dangereusement concrètes. Une présence dans l'ombre. Alors qu'ils discutaient, une silhouette passa devant la vitrine poussiéreuse de la librairie. Peut-être un simple passant. Ou peut-être pas. Car Myriam se raidit aussitôt. Nous ne sommes pas seuls à suivre cette piste, murmura-t-elle. Qui d'autre? Elle hésita un instant avant de répondre. Ceux qui gardent l'équilibre. Et ceux qui veulent le briser. Un frisson parcourut la colonne de Gabriel. Il s'attendait à des obstacles, mais pas à l'existence de factions secrètes. Pourtant, dans une ville aussi vieille que Jérusalem, rien ne semblait impossible. Myriam se leva soudainement. Nous ne pouvons pas rester ici. Si quelqu'un nous surveille, ils sauront que vous n'êtes pas venus seulement pour les archives. Suivez-moi.
Ils quittèrent la librairie par une petite porte arrière débouchant sur une ruelle sinueuse. Le vent s'engouffrait entre les bâtiments, portant avec lui un mélange de parfums et de murmures anciens. Ils marchèrent rapidement, prenant des détours, changeant brusquement de direction, jusqu'à atteindre une petite cour intérieure presque entièrement cachée par un figuier. Ici, dit Myriam, personne ne nous écoutera. Qui sont ces gens? Demanda Gabriel. Ceux qui gardent l'équilibre? Elle inspira profondément, comme si elle se préparait à livrer un secret lourd. Une confrérie très ancienne. On les appelle les gardiens du sceau. Ils veillent à ce qu'aucun des passages anciens ne soit retrouvé. Certains de ces passages, selon eux, ne devraient plus jamais être ouverts. Gabriel fronça les sourcils. Et l'autre groupe? Ceux que nous appelons simplement les chercheurs. Ils veulent accéder à ces passages. Pour quelle raison? Personne ne le sait vraiment. Mais ce que nous savons, c'est que chacun de ces passages mène à quelque chose que l'histoire n'a pas voulu divulguer. 4. Le mur qui respire. Avant que Gabriel ne puisse poser d'autres questions, un bruit étrange résonna contre la paroi de pierre de la cour. Un frémissement. Comme si le mur venait de respirer. Myriam posa rapidement sa main sur le bras de Gabriel. Ne bougez pas. L'air sembla vibrer. La surface du mur ondula imperceptiblement, révélant l'esquisse d'une ouverture qui n'était pas là quelques secondes auparavant. Un arc pierreux, inachevé, comme gravé par une main invisible. Gabriel sentit son cœur battre à tout rompre. C'est impossible. C'est une manifestation, expliqua Myriam. Pas la véritable porte. Juste un écho, une trace de quelque chose qui cherche à se révéler. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, l'ouverture disparut. Le mur redevint immobile, silencieux, parfait. Le souffle court, Gabriel tenta de comprendre ce qu'il venait de voir. Cela veut dire que la porte existe vraiment. Oui, répondit Myriam. Et si elle réagit à votre présence, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Une mission qui commence. Myriam sortit un petit carnet de cuir et le tendit à Gabriel. Vous allez devoir suivre des indications très précises. Ce carnet contient les traces de tous ceux qui ont cherché la porte avant vous. Certains ont abandonné. D'autres ont disparu. Les mots étaient lourds, presque trop pour l'air hivernal. Pourquoi me étourdi par les événements de la journée? Une porte qui se manifeste. Une confrérie secrète. Une piste vieille de plusieurs siècles. Et maintenant, un rendez-vous mystérieux avant l'aube. En quittant la cour, il sentit que les murs de la ville semblaient le suivre du regard, comme si Jérusalem elle-même retenait son souffle, consciente qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. La nuit tomba sur la ville sainte, enveloppant les ruelles d'un voile de mystère. Et quelque part, dans l'ombre des pierres millénaires, un mur recommença lentement, imperceptiblement, à respirer. Le gardien de l'aube. Jérusalem dormait encore lorsque Gabriel quitta sa petite chambre d'hôtel, bien avant que la lumière ne commence à grignoter l'horizon. L'air était frais, presque coupant, et les rues silencieuses donnaient l'impression que la ville retenait elle aussi son souffle. Il n'avait presque pas dormi. Les images de la veille, le mur qui avait semblé respirer, l'apparition fugace d'une ouverture, le carnet de cuir confié par Myriam tournait en boucle dans son esprit. La porte des lions n'était plus très loin. Les premiers oiseaux commençaient à chanter dans les arbres cachés derrière les murailles. Un voile de brume glissait sur les pavés, donnant à la ville un aspect irréel, presque suspendu. Gabriel serra la lanière de son sac contre son épaule. Il ne savait pas qui l'attendait. Pierre à l'autre sans jamais s'interrompre. Il ne leva pas immédiatement la tête, mais Gabriel ressentit pourtant l'étrange impression qu'il savait déjà qu'il était là. « Vous êtes Gabriel Morel ?» dit-il d'une voix grave et parfaitement posée. « Oui » murmura Gabriel. « Vous êtes la personne que Myriam m'a demandé de rencontrer ?» Le vieil homme hocha lentement la tête. « On m'appelle Elias. Ce n'est pas mon vrai nom, mais c'est celui que je porte pour cette mission. Approchez. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Gabriel sentit une pointe d'appréhension, mais il s'avança. Elias l'observa enfin, et ses yeux d'un gris extrêmement clair semblaient lire en lui comme dans un livre ouvert. « Myriam m'a dit que la porte avait réagi à votre présence. C'est rare. Très rare, même. Je ne comprends pas pourquoi moi,
répondit Gabriel. Je ne suis qu'un historien qui cherche. La vérité, compléta Elias. Il baissa le ton. La vérité n'est jamais offerte à ceux qui la cherchent. Mais parfois, elle se révèle à ceux qui emportent l'héritage. Gabriel fronça les sourcils. L'héritage? Le mien n'a rien d'extraordinaire. C'est ce que vous croyez. Mais vous sous-estimez vos racines. Il se leva difficilement, s'appuyant sur un bâton sculpté. Nous devons marcher. 2. Les couloirs muets du quartier des tisserands. Elias conduisit Gabriel dans des ruelles étroites qu'il n'avait jamais parcourues. Elles formaient un labyrinthe complexe où chaque intersection ressemblait à la précédente. Par moments, Gabriel avait l'impression qu'il revenait sur leurs pas, mais le vieil homme semblait sûr de lui, comme s'il suivait une carte invisible que seuls ses yeux pouvaient voir. Ces rues changent parfois, expliqua Elias. Pas physiquement, mais dans la manière dont elles se présentent à vous. Jérusalem n'est pas une ville figée. Elle teste ceux qui cherchent à percer ses secrets. Une phrase dans le carnet de Myriam ressurgit dans l'esprit de Gabriel. La porte n'est jamais là où on la cherche. Elle est là où l'on accepte d'être trouvé. Les gardiens du sceau savent que vous êtes ici, reprit Elias. Et ils ne vous laisseront pas avancer sans résistance. Qui sont-ils vraiment? Demanda Gabriel. Elias s'arrêta, le regard perdu dans le dédale de pierres anciennes. Une confrérie bien plus ancienne que ce que les historiens osent imaginer. Ils protègent les passages entre notre monde et celui qui existe juste derrière le voile. Gabriel sentit la peau de ses bras se hérisser. Qu'y a-t-il derrière ce voile? Pas des fantômes ou des contes pour enfants. Des vérités. Des réalités qui pourraient éclairer ou détruire ce que nous pensons savoir. Il marqua une pause. Et certains ne sont pas prêts à ce que ces vérités ressurgissent. Ils reprirent leur marche. Les ruelles semblaient se resserrer, absorber le son. Aucun bruit de pas, aucun murmure de la ville alentour. Seul le souffle du vent accompagnait leur progression. 3. Le signe du premier passage. Ils arrivèrent dans une petite place que Gabriel n'avait jamais vue sur aucune carte. Au centre, une mosaïque circulaire représentant un motif complexe, 3 lignes entremêlées formant une sorte de spirale brisée. Elias tapa doucement son bâton au sol. Le premier signe. Le premier signe de quoi? De la carte cachée de Jérusalem. Une carte que seuls les initiés savent déchiffrer. Chaque motif indique l'existence d'un passage, d'un lieu ou d'un écho. Il pointa la spirale du doigt. Ce symbole s'appelle Atara. Il signifie littéralement « couronne », mais son sens ésotérique est tout autre. Le point où le visible touche l'invisible. Gabriel s'accroupit pour l'observer de près. Les tesselles de la mosaïque semblaient vibrer très légèrement, comme si elles dégageaient une chaleur interne. Ce motif figure dans le manuscrit du veilleur, murmura-t-il. Elias sourit. Vous voyez que rien n'est un hasard. Il s'avança jusqu'au bord de la spirale. Touchez le centre. Gabriel hésita. Pourquoi? Parce que la porte ne se manifeste qu'en présence de celui qu'elle reconnaît. La phrase de Myriam résonna en lui. La ville vous a choisi. Il posa alors sa main sur le centre du motif. Instantanément, l'air se mit à vibrer. Le sol sous ses pieds sembla se creuser légèrement, comme une respiration profonde venue des entrailles de la pierre. Les couleurs de la mosaïque s'illuminèrent d'une lueur dorée. Gabriel recula brusquement. Qu'est-ce que c'était? Une réaction. Preuve que vous êtes bien l'élu de ce cycle. Cette expression fit frémir Gabriel. Élu? Vous exagérez. Je n'exagère jamais, répondit Elias d'un ton grave. Vous venez d'activer le premier repère. Cela signifie que la porte sait désormais que vous êtes là. 4. Les ombres qui marchent. Soudain, un bruit sec résonna derrière eux. Pas un bruit de pierre ni de vent. Un bruit humain. Elias tourna lentement la tête. Gabriel, lui, sentit immédiatement l'adrénaline lui parcourir le corps. 3 silhouettes venaient d'apparaître au détour d'une ruelle. Elles étaient entièrement vêtues de noir, leurs visages partiellement couverts par des capuches. Elles avançaient sans hâte, comme si rien ne pouvait les empêcher de les rejoindre. Les gardiens du sceau, murmura Elias. Ils arrivent trop tôt. Que veulent-ils?
vous empêcher d'aller plus loin. Rien de plus. Rien de moins. Les silhouettes s'arrêtèrent à quelques pas d'eux. Leur chef, un homme au visage marqué par des cicatrices anciennes, prit la parole. Elias. Cela faisait longtemps. Son regard se tourna vers Gabriel. Et voici l'historien dont on parle. Celui qui attire la porte comme une flamme attire les insectes. Laissez-le passer, ordonna Elias. Il ne cherche que la vérité. Le chef ricana. La vérité n'appartient à personne. Et elle ne doit certainement pas être révélée à un étranger. Gabriel serra les poings. Pourquoi l'empêcher? Qu'avez-vous à cacher? L'homme s'avança d'un pas. Ses yeux étaient d'un noirat absolu. Nous ne cachons rien. Nous protégeons ce qui doit rester scellé. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Certaines portes ne doivent pas être ouvertes, parce que ce qu'elles contiennent ne peut plus être contrôlé. Elias se plaça devant Gabriel. Nous n'avons pas le choix. Il doit continuer. Le chef soupira. Alors il y aura conséquence. La fuite vers le second repère. Elias donna un coup sec de son bâton contre la mosaïque. Un bruit sourd se fit entendre, suivi d'un craquement. Une petite faille s'ouvrit dans le sol, révélant un passage étroit. Descendez. Vite. Gabriel n'hésita pas. Il sauta dans le passage tandis qu'Elias le suivait de près. Derrière eux, les silhouettes des gardiens commencèrent à courir. Le passage se referma juste à temps. Dans l'obscurité presque totale, Gabriel reprit son souffle. Où sommes-nous? Sous la ville. Dans un des anciens corridors scellés. Les gardiens les connaissent, mais ils ne peuvent pas les ouvrir sans le bon signe. Et le second repère? Elias leva son bâton, dont la pointe émettait une faible lumière bleutée. Il nous attend. Mais sachez ceci, Gabriel. À partir de maintenant, chaque pas que vous ferez vous rapprochera non seulement de la porte, mais aussi de la vérité sur vous-même. Gabriel déglutit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le vieil homme plongea son regard dans le sien. Vous êtes lié à cette porte depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Votre famille, votre nom? Tout cela est étroitement connecté à ce que Jérusalem cache depuis des siècles. Gabriel sentit un frisson glacial lui traverser l'échine. Comment pourrait-ce être possible? Elias posa sa main sur son épaule. La prochaine étape vous l'expliquera. Le second repère vous révélera l'histoire de votre propre lignée. Ils avancèrent dans les ténèbres, le sol humide résonnant sous leurs pas. Et derrière eux, tout au fond du corridor scellé, un écho étouffé se mit à gronder. Comme si la ville elle-même venait de s'éveiller. Le second repère, l'héritage oublié. Le corridor semblait interminable. Les parois étroites, taillées à même la roche, résonnaient de leurs pas. Un souffle d'air circulait dans l'obscurité, trop régulier pour être naturel. Gabriel marchait derrière Elias, encore secoué par les paroles du vieil homme. Sa famille, liée à la porte? Depuis des siècles? Comment cela aurait-il pu lui être caché? Il est normal que vous soyez troublé, dit Elias sans se retourner. Je ne suis pas troublé. Je cherche juste à comprendre. Vous comprendrez, mais pas encore. Le second repère ne se révèle qu'aux esprits prêts à accepter ce qu'ils découvriront. Ils avancèrent encore quelques mètres avant que le couloir ne débouche sur une vaste salle souterraine. La salle des échos ancestraux. La pièce était immense, comme une cavité naturelle élargie par la main de l'homme. Des piliers sculptés, couverts de symboles oubliés, soutenaient la voûte. Une lumière douce émanait du sol lui-même, révélant les contours d'une mosaïque gigantesque occupant le centre de la salle. Gabriel resta figé. Je n'ai jamais rien vu de tel. Personne de vivant, à part les initiés, n'a accès à cet endroit, répondit Elias. Vous êtes le premier depuis plus de 20 ans. Au centre de la mosaïque, 3 cercles concentriques formaient une géométrie parfaite. Le premier représentait des motifs familiers, étoiles, portes, chemins. Le second montrait des symboles plus anciens, appartenant à des langues que Gabriel ne reconnaissait pas. Le troisième, en revanche, n'était constitué que d'une seule phrase, gravée en lettres d'or. Gabriel s'accroupit pour la lire. Elle était en araméen ancien, mais il la comprenait.
Celui qui oublie son origine se perdra. Celui qui l'accepte trouvera ce qui a été scellé. Un frisson parcourut sa peau. Elias, cette phrase, elle semble s'adresser directement à moi. Le vieil homme hocha la tête. C'est parce que c'est le cas. Gabriel se releva brusquement. Expliquez-moi. Maintenant. 2. Le poids du sang. Elias s'avança vers le cercle extérieur de la mosaïque et posa la main sur l'un des symboles. Votre lignée, Gabriel Morel, provient d'une famille très ancienne, les descendants des veilleurs. Il marqua une légère pause. Les veilleurs étaient chargés de protéger les passages entre les mondes. Ils ne les contrôlaient pas, ils ne les possédaient pas, ils veillaient simplement à ce qu'ils ne soient jamais utilisés à mauvais escient. Gabriel secoua la tête. C'est impossible. Je viens d'une famille ordinaire. Rien de tout cela ne m'a jamais été dit. C'est parce que cette mémoire a été volontairement effacée. Il fixa Gabriel avec gravité. Votre grand-père savait. Votre arrière-grand-père aussi. Mais ils ont cru qu'en brisant la chaîne, ils vous protégeraient de ce destin. Gabriel recula, comme frappé de plein fouet. Mon grand-père m'a simplement parlé d'une porte avant de mourir. Une rumeur, selon lui. Une histoire de famille. Ce n'était pas une histoire, dit Elias d'une voix douce. C'était un avertissement. Et un héritage que vous étiez destiné à recevoir. Gabriel sentit son souffle devenir court. Il posa une main contre un pilier, tentant de stabiliser ses pensées. Donc, tout ce que je croyais être une quête personnelle, fait en réalité partie d'un plan plus ancien que moi. Oui. Votre présence ici n'a rien d'un hasard. Tout vous a conduit à cette ville, vos recherches, vos intuitions, vos rêves même. Mes rêves? Elias hocha la tête. Vous en faites depuis l'enfance, n'est-ce pas? Des rêves de pierre, de lumière, de portes et d'un mur qui respire. Gabriel resta muet. Jamais il n'avait parlé de ses rêves à qui que ce soit. Comment savez-vous cela? Parce que tous les descendants des veilleurs font ces rêves. Ce sont des traces de mémoire, imprimées dans leur sang. Gabriel sentit une vague de vertige. 3. Le second repère s'active. Approchez du centre, or. Ordonna doucement Elias. Gabriel, hésitant, s'avança jusqu'au cercle intérieur. Ici se trouve le second repère. Il ne s'active que si votre lignée est authentique, et si votre volonté de poursuivre est réelle. Elias fit un signe de main. Posez votre paume sur leur gravé. Et si je ne veux pas savoir, demanda Gabriel d'une voix presque brisée. Alors la porte restera silencieuse pour toujours. Il marqua une pause. Mais je pense que vous voulez comprendre. Pas seulement pour vous. Pour tous ceux qui ont gardé le silence avant vous. Gabriel prit une longue inspiration, puis posa sa main sur l'inscription d'or. Instantanément, la salle s'illumina. Des lignes lumineuses se mirent à courir le long de la mosaïque, comme si le sol se réveillait. Les cercles se mirent à tourner très lentement sans que la pierre ne se déplace réellement. Une lueur blanche jaillit du centre, montant comme une colonne vivante. Gabriel recula instinctivement, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que? Le repère vous reconnaît, dit Elias. Et maintenant, il vous montre ce que votre mémoire a oublié. La colonne de lumière se transforma soudain en une sorte de voile translucide. Des images apparurent à l'intérieur. Floues d'abord, puis de plus en plus nettes. Gabriel sentit son cœur s'arrêter une seconde. Il vit un homme. Un homme qui lui ressemblait étrangement. C'est votre ancêtre, confirma Elias. Le dernier veilleur de votre lignée, avant que la mémoire familiale ne soit coupée. Autour de cet homme, Gabriel distingua d'autres silhouettes. Elles portaient des manteaux brodés d'un symbole qu'il avait déjà vu dans le carnet de Myriam. Le sceau du veilleur. Puis une scène terrible apparut. Les murs de Jérusalem tremblaient. Un passage s'ouvrait. Une lumière aveuglante s'en échappait. Et son ancêtre, les bras tendus, tentait de refermer la brèche. La vision devint plus violente. Gabriel recula, bouleversé. Qu'est-ce que c'est? Le jour où la porte a failli être ouverte par la force, expliqua Elias.
Et le jour où votre ancêtre a payé le prix ultime pour empêcher une catastrophe. La vision disparut soudainement. La salle retomba dans une semi-obscurité vibrante. Gabriel tremblait. Sa respiration était lourde, irrégulière. Pourquoi personne ne connaît cette histoire? Parce que les gardiens du sceau ont tout effacé. Pour protéger la ville. Et pour empêcher d'autres veilleurs de chercher la porte. Alors, ils savaient qui j'étais? Oui. Et ils craignent que vous ne repreniez là où votre ancêtre s'est arrêté. 4. Le secret du nom Morel. Gabriel se tourna vers Elias, encore secoué. Mon nom. Morel, a-t-il un lien avec tout cela? Le vieil homme acquiesça. Morel n'est pas votre nom originel. Votre famille portait autrefois le nom Morel. En hébreu ancien, cela signifie celui qui garde pour Dieu. Gabriel eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Je n'en reviens pas. La transformation du nom s'est faite au fil des générations. D'abord Morel, puis Morel, puis Morel. Une simplification destinée à effacer les traces de votre lignée sacrée. Gabriel porta une main à son visage, bouleversé. Tout cela dépasse l'imagination. Et pourtant, c'est votre histoire. Il posa sa main sur l'épaule de Gabriel. Et ce n'est que le début. Les pas dans l'ombre. Soudain, une vibration se fit entendre dans le couloir par lequel ils étaient arrivés. Elias se redressa immédiatement. Ils ont trouvé l'entrée. Les gardiens du sceau? Oui. Et cette fois, ils ne viennent pas pour discuter. La lumière du second repère se dissipa progressivement, comme si la salle refermait ses secrets. Elias attrapa le bras de Gabriel. Nous devons rejoindre le troisième repère. C'est le plus important. Il peut vous révéler la nature exacte de la porte et ce qu'elle protège réellement. Gabriel hocha la tête, encore sous le choc. Où se trouve-t-il? Elias leva son bâton, dont la pointe s'illumina d'un éclat bleu foncé. Suivez-moi. Le troisième repère n'est accessible qu'à travers un passage qui ne s'ouvre que lorsque les deux premiers ont été activés. Ils commencèrent à marcher rapidement vers un couloir étroit, situé derrière l'un des piliers. Mais alors qu'ils s'y engouffraient, une voix résonna dans la salle. Gabriel Morel. Ils se retournèrent. Le chef des gardiens du sceau venait d'entrer dans la grande cavité. Il avançait lentement, entouré de ses deux compagnons. Vous êtes allés trop loin. Elias se plaça immédiatement devant Gabriel. Vous ne le toucherez pas. Le chef sourit légèrement. Ce n'est pas à vous d'en décider, vieux veilleur. Gabriel sentit une tension électrique envahir la salle. Le vieil homme serra son bâton. Courez, Gabriel. Et vous? Je ralentirai leur avancée. Je vous rejoindrai. Allez. Gabriel hésita une seconde, déchiré. Puis il se mit à courir dans le couloir ouvert derrière lui, le cœur battant à tout rompre. Derrière son dos, il entendit Elias frapper son bâton au sol. Une onde puissante résonna dans la pierre, comme un tonnerre. Puis, des cris étouffés. Et le bruit du monde ancien s'éveillant à nouveau. Le dernier voile de Jérusalem. L'aube se levait à peine sur Jérusalem, inondant la vieille ville d'une lumière pâle et dorée. Après la nuit la plus éprouvante de leur vie, Alia, Nathaniel et Youssef marchaient en silence à travers les rues encore désertes. Chacun sentait que le monde auquel ils appartenaient touchait à quelque chose de nouveau, de fragile, d'inexprimable. Les découvertes qu'ils avaient faites, les manuscrits, les symboles, les alignements, les chambres souterraines n'étaient pas seulement des artefacts archéologiques, c'était un message, ancien, précis, adressé à toute l'humanité. Et maintenant, il leur restait une seule question, que faire de la vérité? Un conseil décisif. Ils avaient décidé de se réunir dans une maison discrète, près de la porte des Lions. À l'intérieur, autour d'une table de paix. Pierre, se trouvaient déjà les quelques personnes auxquelles ils avaient osé révéler une partie de leur découverte, une historienne palestinienne, un rabbin archéologue, un prêtre maronite, et un professeur d'histoire des religions venu d'Europe. Tous semblaient aussi épuisés qu'eux. Nathaniel posa sur la table le parchemin principal, celui qui contenait la partie la plus claire du message codé. Les autres fragments, encore difficiles à déchiffrer, avaient été soigneusement protégés, certains étaient déjà entre les mains de spécialistes de confiance,
dans des lieux différents, pour éviter qu'une seule personne ne porte tout le fardeau. Nous devons décider aujourd'hui, dit Nathaniel d'un ton grave. Ce que nous avons trouvé ne nous appartient pas, répondit Alia. Il appartient à tous. Youssef, qui n'avait presque pas dormi, gardait les yeux fixés sur la carte. Le monde n'est pas prêt, murmura-t-il. Pas encore. Si nous révélons tout d'un coup, cela créera du chaos. L'historienne palestinienne acquiesça. Mais si nous ne révélons rien, d'autres s'en chargeront à notre place. Et ils ne le feront pas avec les mêmes intentions. Un silence lourd tomba sur la pièce. Ils savaient tous qu'ils n'étaient pas les seuls au courant. Les transmissions cryptées interceptées la veille, les mouvements suspects dans la vieille ville. Les groupes qui voulaient s'approprier ces secrets étaient puissants, organisés, prêts à tout. La décision devait être prise maintenant. Le message caché. Alia déroula le parchemin principal. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était stable lorsqu'elle lut. Lorsque les enfants de la terre oublieront leur origine commune. Lorsque les nations se dresseront l'une contre l'autre. Alors viendra le temps de regarder sous la surface des pierres. Là où nos pas se sont croisés, là nous avons laissé la preuve. Que la lumière précède les noms. Et que la vérité n'appartient à aucun peuple. C'est incroyable, dit le rabbin, la gorge serrée. C'est un message adressé à ceux qui viendraient après eux, à nous. Le prêtre hocha la tête. Ni politique, ni religieux. C'est un rappel. Un avertissement. Une évidence s'imposait à tous. Ces textes avaient été écrits pour être trouvés aujourd'hui. Pas avant. Pas après. Mais pourquoi maintenant? Les pressions extérieures. Le téléphone de Youssef vibra. Il pâlit en lisant la notification. Ils ont trouvé l'entrée que nous avons utilisée, annonça-t-il. Des hommes armés, sans identification. Ils scellent la zone. Un frisson parcourut l'assemblée. Ils veulent mettre la main sur les chambres souterraines, murmura Alia. Et s'ils y arrivent, ils détruiront tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre ou manipuler, ajouta Nathaniel. Il ne restait plus de temps. Ils devaient empêcher l'accaparement de la découverte. La course vers la vérité. Ils prirent une décision radicale, ils retourneraient immédiatement dans le passage souterrain, avant que les forces extérieures n'en prennent complètement le contrôle. Leur but n'était pas de récupérer les artefacts, la plupart étaient déjà en sécurité, mais d'effacer ce qui pourrait être utilisé pour des manipulations politiques ou militaires. La marche vers le mont des Oliviers se fit en silence. Le soleil montait au-dessus de la ville, et les rues commençaient à s'animer. Rien, pourtant, ne laissait deviner que sous la surface, un combat invisible se jouait. Arrivés au passage, ils découvrirent que les hommes armés n'avaient pas encore atteint la chambre principale. Ils avancèrent rapidement, éclairés par des lampes frontales, leurs pas résonnant contre les parois de pierre. Alia s'arrêta soudain. Écoutez. Des voix approchaient. Ils n'avaient que quelques minutes. La salle du cœur. Ils atteignirent la dernière pièce, celle que Nathaniel avait appelée la salle du cœur, à cause du symbole gravé dans la pierre, une sorte de spirale rayonnante. Selon leurs analyses, cette salle n'était pas un lieu de rituel, mais un espace de transmission. Les inscriptions, soigneusement déchiffrées, parlaient d'un sceau destiné à s'activer lorsque l'humanité serait prête à comprendre les origines communes des traditions sacrées. Ce symbole, dit Nathaniel, n'est pas un simple motif, c'est un point de convergence. On doit le détruire, demanda Youssef. Non, répondit Alia. Pas détruire. Le rendre inaccessible. Le sceller de nouveau, comme il l'avait prévu. Ils se mirent au travail. Le temps pressait. L'historienne plaça le mécanisme qu'elle avait conçu, une fermeture en pierre qui se bloquerait définitivement après activation. Le prêtre récita une prière silencieuse. Le rabbin posa une main sur la paroi, comme pour rendre hommage à ceux qui avaient bâti ce lieu. Puis Alia actionna le levier. Un bruit sourd, profond, remonta des fondations. Les parois tremblèrent légèrement. La spirale se referma, pierre après pierre, comme un œil qui se ferme doucement. Quand tout fut fini, la salle redevint silencieuse. Intouchable. Les voix des intrus se rapprochaient. On doit partir, maintenant. Ils coururent à travers le tunnel,
évitant de justesse les hommes armés qui pénétraient dans les niveaux supérieurs. Leur fuite fut essoufflée, chaotique, mais ils réussirent à sortir par une ouverture secondaire, qu'ils scellèrent derrière eux. Ils avaient réussi. Le secret était protégé. Après la tempête. 2 jours plus tard, la tension dans la ville était retombée. Les hommes armés avaient disparu aussi mystérieusement qu'ils étaient arrivés, et les autorités affirmaient ne pas être au courant. Mais Alia, Nathaniel et Youssef savaient qu'il ne fallait pas s'y fier. Assis sur une haute terrasse donnant sur le dôme du rocher et le Saint-Sépulcre, ils regardaient la ville respirer sous le soleil couchant. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Youssef. « On publie un rapport partiel » répondit Nathaniel. « Pas tout, mais assez pour ouvrir les esprits. » « Et pour le reste ?» Les textes cryptés ? Les alignements ? La salle du cœur ? On les protège jusqu'à ce que le monde soit capable de comprendre, dit Alia. Pas avant. Elle ajouta, plus doucement. La vérité n'est pas faite pour détruire. Elle est faite pour éclairer. Et parfois, pour protéger la lumière, il faut accepter qu'elle reste cachée un peu plus longtemps. Ils restèrent silencieux, contemplant Jérusalem, ses pierres millénaires, ses toits d'or, ses ruelles qui portaient encore les traces de toutes les civilisations passées. Une ville qui avait survécu à tout, précisément parce qu'elle portait en elle un secret que personne ne pouvait posséder. Épilogue, le manuscrit partagé. Quelques semaines plus tard, une publication discrète fit son apparition dans plusieurs revues d'archéologie et d'histoire des religions. Le document, signé par un collectif international, présentait une découverte majeure. Des textes anciens prouvant qu'un groupe de sages, appartenant à plusieurs cultures et confessions, avait collaboré pour préserver un message d'unité destiné aux générations futures. Il n'était question ni de lieu précis ni de chambre secrète. Pas un mot sur les symboles souterrains. Rien qui puisse attirer ceux qui ne cherchaient que le pouvoir. Mais pour ceux capables de lire entre les lignes, le message était clair. La vérité de Jérusalem est plus vaste que ses frontières, plus ancienne que ses conflits, plus profonde que ses pierres. Et quelque part, sous la ville, derrière un sceau scellé pour les siècles à venir, un secret attendait encore. Non pas d'être découvert, mais d'être compris. The End.